Kid. Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. On a tellement parlé de la crise du logement tout l'automne. Et il y a belle lurette qu'on discutait aussi de faire un registre des loyers. On se rappellera tous que lorsqu'on signe un bail, on sait pas nécessairement qu'est-ce qu'était le logement avant qu'on arrive. Était-il en bon état ou c'était un taudis qui a été rénové rapidement? Est-ce qu'il était occupé par une vieille grand-maman qui était là depuis 30 ans? Ou si c'est un locataire qui était de passage, un ancien Airbnb? On ne sait pas ça, à moins que le propriétaire remplisse la fameuse clause G, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'enjeux liés donc au logement, au droit au logement, parce que c'est pas juste une question de revenu locatif pour des gens qui ont des propriétés à revenus, c'est aussi un droit de se loger, malheureusement pas toujours reconnu. Et il y a des gens qui veillent là-dessus. L'organisme Vivre en Ville, qui est un peu comme un think tank, qui arrive avec des solutions, des propositions, qui examinent les grands enjeux municipaux. D'où le nom Vivre en Ville. Ils sont installés à Québec, à Gatineau et à Montréal. On va discuter avec Adam Mongrain, qui est directeur du volet Habitation. Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Alors, vous êtes le papa, avec quelques-uns de vos collègues, j'imagine, de ce registre des loyers qui a été proposé, mais qui ne semble pas avoir enthousiasmé le gouvernement. En effet, premièrement, on est très fiers de nos enfants à Vivre en Ville. Donc, comme on aime le rappeler, en effet, c'est une vieille idée. Ce qui permet au registre de fonctionner, c'est des lois qui ont été d'abord adoptées au Québec dans les années 70, puis ensuite mises à jour dans les années 90. Puis depuis le début, les gens qui observaient ça à l'extérieur disent « Ah, mais c'est une bonne idée. » C'est une bonne idée, dans le fond, qu'au changement de locataire, le locataire qui prend possession d'un appartement est à peu près droit aux mêmes conditions. Puis c'est, dans les autres places de marché, c'est une logique qui tient la route. Comme on ne peut pas vendre des souliers plus chers à quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas ou parce qu'on ne voudrait pas que ce soit celui qui achète les souliers. Donc, la personne qui consomme un bien, en général, a toujours droit au même prix. Puis c'est un peu la logique qu'il y a dans la loi québécoise. Sauf que le mécanisme qu'on a pour faire fonctionner ça, c'est qu'à la signature du bail, le propriétaire doit divulguer le plus bas prix qui a été payé. Est-ce que c'est bien la clause G? Non. C'est la clause G. C'est la clause G. Bon. Clause G, 10 Alors, sur 10. Oui, merci. Et ça, c'est à la 4e page du bail, où est-ce qu'il doit y avoir une signature du propriétaire et le loyer le plus élevé ou le moins élevé payé dans les 12 derniers mois était de... Exact. Voilà. Puis c'est à partir de ce montant-là que le tribunal administratif du logement, s'il est appelé à faire une fixation de loyer, va faire son calcul. Pas le montant qui aimerait être facturé, mais vraiment, c'était quoi le plus bas montant qui a été facturé au cours des 12 derniers mois. Comme je disais, depuis le début, les gens regardent ça de l'extérieur et disent « C'est une bonne idée, en principe, de faire fonctionner le marché comme ça, mais si on n'a pas de surveillance active de cette clause G-là, comment est-ce qu'on va savoir que c'est rempli, premièrement, et deuxièmement, que c'est les bonnes informations. » Puis, c'est pas ce qu'on voit en ce moment. On sort aujourd'hui avec une étude qui a été réalisée en 2024 où on a eu 5 551 répondants locataires, la plus grande jamais réalisée au Québec. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 81 % des locataires au Québec qui ne savent pas c'était quoi. Incroyable. Donc, 80 moi, ça me vraiment, parce que j'ai quand même eu la chance de signer quelques baux dans ma vie. Et cette clause-là, si elle n'est pas remplie, c'est vrai qu'elle peut être un peu gênant. On imagine dans le marché actuellement, tout le monde veut un logement. Il y a un logement qui est disponible. On signe le bail, tout va bien. On arrive à ça, on voit, le montant le plus bas payé de 12 derniers mois n'est pas inscrit. Monsieur, madame le propriétaire, c'est pas là. On veut pas aborder la question parce qu'on a peur qu'ils nous disent sais-tu, je pense que je te prendrai pas. Bail prochain. Alors, on a peur que ça arrive. Mais on a 12 jours, si je ne me trompe pas. Il y a un délai prescrit pour demander cette information. 10 jours. Puis c'est l'histoire qui fait les manchettes ce matin. Un locataire, dans la dernière année, a accepté un montant très élevé pour qu'est-ce que c'était. Mais il y avait eu la chance d'avoir un locataire à cette même adresse-là qui avait partagé les informations sur le registre des loyers. Donc, comme vous le dites, en ce moment, ce n'est pas un outil officiel encore. On l'a construit pour que ça le devienne. Il est prêt pour le gouvernement, le registre qu'on a construit. En ce moment, les gens peuvent s'en servir déjà pour partager ce genre d'informations-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Wow. Donc, on arrivait avec la théorie. On disait, en théorie, si on partage ces informations-là,
ça va aider le marché à fonctionner tel qu'il devrait marcher pour les bénéfices de la population au Québec. Maintenant, on a la démonstration pratique. Grâce à une information qui a été partagée sur le registre, il y a quelqu'un qui a eu une réduction de loyer de 600 $ environ. 600 $ de réduction de loyer, on voit jamais ça. Ben non. C'est sans précédent, c'est exceptionnel. Puis, ce qui me mobilise beaucoup, c'est que ça ne devrait pas être exceptionnel. Ça ne devrait pas être un coup de dé d'avoir un alignement parfait des astres pour qu'on soit en mesure de faire respecter nos droits en tant que consommateurs. D'autant plus, si je ne me trompe pas, M. Mongrain, que vous avez peut-être vu des cas comme ça à Vivre en ville. La personne peut inscrire aussi n'importe quoi à la clause G et dire que, par exemple, si le logement a été loué 1 000 $ par mois depuis plusieurs mois ou années et que là, la personne signe à 1200, il y a une belle augmentation de 20 %, le propriétaire peut inscrire que le dernier montant payé était de 1100. Et là, il faut être zélé. Il faut avoir des ressources pour aller vérifier si le propriétaire dit la vérité. Il faut appeler à la régie. C'est facile s'il n'y a pas de montant décrit. Oui. Mais s'il y a un montant décrit et qui est faux, c'est complexe. C'est très difficile. C'est très difficile. Heureusement, la période pour demander une fixation de loyer est renouvelée si on a la preuve que l'information qui est écrite dans le bail est fausse. Donc, le 10 jours devient peut-être 1 an si on peut démontrer que c'était faux. Ça devient quelques mois à partir du moment où on a la preuve, où on en est mis au courant. Ceci dit, c'est à peu près impossible. C'est à peu près impossible. Dans les années 80, les locataires, quand ils quittaient des appartements, ils cachaient leur bail quelque part dans les appartements. Quelle bonne idée. C'est une bonne idée, un registre un peu de mise à jour de cette pratique-là, sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce qu'ils font le ménage. On va se le dire. Puis là-dessus, je veux insister sur un petit détail. Je pense pas que les propriétaires, dans l'ensemble, même en majorité, c'est des mauvaises personnes. Ils sont dans un conflit d'intérêts. Ben oui. Puis vous, moi, du monde qui nous écoute, on va tous se retrouver un moment ou un autre dans un conflit d'intérêts. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça nous met dans une situation où on est divisé. Est-ce que je fais quelque chose parce que, en théorie, je sais que c'est ça que je posais faire, ou je fais quelque chose qui m'avantage personnellement? Oui. Puis, je suis pas propriétaire, mais j'aime l'argent. Puis si j'étais dans cette situation-là, où moi, j'avais la chance d'écrire un faux montant dans un clause G, je ressentirais la tentation. C'est un faux montant, c'est une fausse déclaration. Mais je pense que Sybelle, tu voulais poser une question relativement à tout ça. Oui, M. Mongrain, je me demandais, quand vous parlez de réduction de 600 $, est-ce que c'est parce que au départ, il y avait un prix affiché et donc là, la personne a réussi à voir quel était le montant que l'autre locataire payait et donc... C'est quoi, il s'est ostiné avec le propriétaire? Ça a été quoi l'échange? Tout à fait. En fait, la personne a signé au montant affiché, donc un montant qui était élevé. Après avoir signé, il a entrepris les démarches pour ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement, anciennement la Régie. Puis, il a fait ça à cause de l'information qu'il avait disponible sur le registre des loyers. Puis, pendant le temps entre sa demande de fixation de loyer et l'audience, il a été en mesure de contacter les anciens locataires pour avoir des preuves à déposer pendant l'audience. Il s'est passé plein de choses, puis le locataire dont je parle en ce moment, il a demandé à ce qu'on ne dévoile pas, par exemple, son identité ou l'identité de son propriétaire, ni même les termes exacts de l'entente, sauf qu'on a montré les documents aux journalistes, on les a vus nous-mêmes. C'est vraiment une réduction de 600 $, ce qui est vraiment une démonstration de l'importance de donner ces mêmes droits et ces mêmes opportunités à l'ensemble de la population. Je pourrais-tu juste renchérir? Vas-y, c'est parce qu'honnêtement, tu es la clientèle cible en plus. Tu cherches un logement à tout bout de champ, j'imagine. C'est ça. J'ai été chanceuse précédemment, mais tu sais, je me demande, là, on voit ça, mais on a entendu des cas de propriétaires ont déjà dit à des locataires, je vais te donner de l'argent quitte ou des compensations. Est-ce que vous avez peur qu'à un moment donné, les propriétaires ils disent aux locataires, là, un peu, tu fermes ta gueule, puis je te donne tant, puis tu parles pas du loyer. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? C'est déjà en cours. Il y a des propriétaires en ce moment qui demandent à des locataires de signer des faux baux, carrément, avec une information qui est fausse pour avoir ça comme référence pour défendre un cas. Vous savez, des cash for keys, c'est le terme du secteur pour parler d'une transaction où est-ce qu'un propriétaire veut reprendre une unité sans passer par le tribunal administratif du logement, donc ils font une entente à l'amiable. C'est un peu odieux en ce moment, certaines des pratiques qu'il y a au Québec. Aujourd'hui, là, c'est pas de la science-fiction. Il y a quelque chose qui avait été rapporté dans Hochelaga pour un triplex où il y avait 3 unités de louer. Le propriétaire a fait un espèce de Hunger Games. Il a dit, le premier qui résaye son bail, je donne 15 000 $. Le deuxième qui résaye son bail, je donne 10 000 $. Puis le troisième, 5 000 $. Est-ce qu'il voulait vendre son immeuble vide de locataire, lui?
C'est probablement ça qui se passe parce qu'évidemment, les immeubles, quand ils sont vides, la valeur marchande. Mais comme augmente. locataire, tu as le goût de dire oui, c'est sûr. Tu sais, quand Oui, c'est tellement difficile, c'est une année de loyer pour bien des gens, ce montant-là aussi. Mais c'est là tout le problème. C'est juste une année de loyer. Puis c'est un peu la pomme empoisonnée qui est présentée aux locataires dans des cas comme ça. Ça ne relogera pas à si bon prix. Exact. Si on quitte quelque chose qui est dans nos moyens, même si on accepte une bonne somme, si on re-rentre dans le marché, l'appartement à côté, le loyer est le double et le triple, ça ne nous achète même pas un an de loyer. Puis après ça, nos options sont de pire en pire. Et les argumentaires, que ce soit pour celui qui accepterait la somme forfaitaire pour libérer son logement ou pour, en général, un propriétaire qui cherche à aller chercher le meilleur loyer pour son logement, le droit individuel est mis de l'avant, est réclamé, puis on a tous une motivation personnelle qui peut paraître fondée. Le problème, c'est que le phénomène se multiplie en milliers ou en millions quand on parle d'un parc locatif comme celui de Montréal. D'autant plus que on a fait un choix, puis moi je pense que c'est une question immense, mais le droit à la propriété, la spéculation, vraiment la spéculation, le gain en capital sur une propriété, c'est quelque chose que notre société a choisi de laisser libre d'impôt quand c'est l'habitation principale. Et je ne savais pas ça, j'ai appris ça, c'est une particularité au Canada d'avoir ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Puis dans la plupart, il y a plein d'autres pays. On est vraiment une exception mondiale d'avoir permis le gain en capital, le non-imposition du gain en capital d'une résidence principale, ce qui donne une valeur de placement au droit à l'habitation. C'est ça qui s'oppose dans des situations tout à fait. comme celle-là. Bien, c'est vraiment un détail intéressant, puis tout ça est très compliqué, complexe. Des fois, c'est dur de dissocier qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet. Mais une des choses qui se passe à cause de ça, c'est que dans le marché locatif en ce moment, il n'y a pas juste des jeunes adultes, il n'y a pas juste des étudiants, il n'y a pas juste des travailleurs à faible revenu. Il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent vendre leur maison pour aller vers plus petit. Mais la nouvelle offre dans le plus petit, les affaires qui ont été construites dans les dernières années, c'est beaucoup du locatif. Donc, il y a des gens qui peuvent vendre des maisons qui ont acheté 52 000 en première couronne de Montréal dans les années 80. Ils la vendent en 2025. Ils partent avec 800 000. Ils partent avec peut-être 1,1 million. On sait qu'il y a des maisons tout à fait anodines qui coûtent ça en ce moment. Puis, ce montant-là n'est pas imposé. Aucun impôt là-dessus. Félicitations. On est content pour les gens qui font ça. On est content pour les individus, bien sûr. Sauf qu'ils se présentent en ligne. On parlait tantôt de ne pas trop faire de chichi au moment de la signature du bail. Ces gens-là rentrent dans le marché locatif avec 1,1 million de dollars non imposés pour faire de la compétition aux locataires qui, eux, sont des jeunes adultes qui n'ont pas encore accédé à la propriété, peut-être des ménages étudiants, peut-être des gens qui se divorcent. On en parle trop peu, à mon sens, mais d'autres personnes qui rentrent fréquemment dans le marché locatif, c'est des personnes qui se divorcent, particulièrement des personnes qui se divorcent avec enfants. Là, on prend un ménage de 4 personnes, ça fait 2 ménages de 3 personnes. Tout le monde veut rester 2, proche 5 de l'école. ou 6,5. C'est l'enfer. Je veux dire, on est vraiment à un moment où est-ce qu'on voit les brèches dans notre système échapper de plus en plus de monde. Et j'ai un bon ami à moi, Philippe O'Brien, qui a travaillé sur le registre en question, qui me racontait à quel point vous espériez que le gouvernement accueille la ministre Duranceau, accueille l'arrivée du registre des loyers comme une bonne nouvelle. Et pour le moment, c'est vraiment la bouche serrée là, qu'on fait comme c'est intéressant. On perd pas espoir parce que l'appui qu'on a dans la société québécoise en ce moment est pas mal unanime. Il y a quelques voix un peu dissidentes qui ont des appréhensions par rapport à ça, mais ça, c'est vrai de tous les sujets. Toujours des gens qui sont contre tout. Fait que c'est pas une surprise. Ceci dit, plus de la moitié de la population du Québec habite dans une ville où le conseil municipal a adopté une motion en faveur d'un registre obligatoire. C'est vrai, ça. Vous avez donc eu un succès après tous les conseils de ville où on vous a accueilli avec enthousiasme. Plus de la moitié de la population du Québec habite dans une ville qui est en faveur du registre des loyers. On a des propriétaires privés qui sont en faveur. Évidemment, 84% des locataires, quand ils répondent à notre étude, disent oui, mettez ça en ligne le plus rapidement possible. Des propriétaires à but non lucratif, ça va de soi, mais aussi des économistes, des experts légaux. Il n'y a plus vraiment de débat. La seule chose qui reste à faire, c'est de dire oui. Pour être généreux, les calculs qui ont été faits par le gouvernement du Québec sur cette question-là ont produit un très gros montant, une très grosse facture. C'est vrai que si on faisait un registre des loyers avec les outils que le gouvernement du Québec se donne d'habitude pour faire des sites web, ça coûterait cher, puis peut-être que ça ne marcherait pas. Mais c'est là notre proposition. On n'a pas besoin de faire ça parce que le registre qu'on a fait, on l'a fait
avec une subvention qui venait du fédéral. Ça a coûté 2,5 millions de dollars. Ce n'est pas une patente. Ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment le donner au gouvernement pour qu'il commence à l'alimenter avec des données administratives. Donc, ils ont, dans le fond, si je comprends bien, ils ont juste à prendre ce que vous avez fait, le mettre en ligne. Exact. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit au gouvernement? Qu'est-ce que France-Hélène Duranceau vous dit quand vous lui dites voici un site web qui fonctionne? La réponse qu'on a en ce moment, c'est que selon leurs calculs, mais ça coûterait trop cher à faire et d'entretien. Puis, écoutez, peut-être ils se sont repenchés sur la question, peut-être qu'ils ont des calculs qu'ils ne nous ont pas partagés. Pour nous, c'est un peu embêtant parce que, en fait, un registre, c'est un outil assez simple. Oui, ça a coûté 2,5 millions de dollars à faire parce qu'on voulait protéger la vie privée des gens puis on voulait que ça dure dans le temps. Mais à opérer, ça peut pas être très coûteux. À opérer, c'est un fichier Excel. Un registre, c'est un fichier Excel. C'est fou, hein? J'adore voir le visage de Cybèle qui fait comme, mais voyons, pourquoi c'est comme contre toute logique, notre gouvernement prend pas ça. Alors qu'on est en crise du logement, il faut le rappeler. C'est toujours compliqué, les affaires de site web au gouvernement, alors que ça semble tellement clé en main. Évidemment que j'ai pas conscience de tout ce que ça demande, mais je veux dire, ça semble si simple. Là, des fois, on va se dire, est-ce que c'est parce qu'il y a des... C'est qui bloque? C'est où que ça bloque? Bien, je veux dire, il y a des vraies raisons pour lesquelles le gouvernement paye très cher ses sites web. Il y a beaucoup de règles en place pour s'assurer que, dans le fond, on ne donne pas de l'argent à des gens qui sont corrompus, des personnes qui sont en mesure d'assurer des services pour les 100 prochaines années. Mais toutes ces règles-là, dans le fond, on les a respectées quand nous, on a fait notre produit. Fait qu'on peut ensuite le passer. La dernière chose qui me chicote un peu à propos du fait que ça coûterait trop cher à mettre en place, c'est quoi l'alternative? Là, en ce moment, il y a des gens qui payent des unités qui sont 600, 800, 900 Vous avez un cas qui vient de le prouver, là. Plus cher que le prix qui était il y a juste 12 mois. Puis on sait que ces gens-là, le plan, c'est pas de les laisser mourir dans la rue. Fait qu'on va faire des aides de paiement au loyer à l'entièreté de la population des locataires. Ça va coûter nécessairement beaucoup plus cher. Puis ça va être beaucoup plus dur à organiser d'entretenir un site que de mettre un fichier Excel en ligne. D'un organisme comme Vivre en Ville, qui a quand même une très bonne crédibilité auprès des différentes instances gouvernementales. C'est quand même pas pour rien que la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, s'est dit, c'est une bonne idée, un registre des loyers, puis qu'ils ont filé 2 millions de dollars pour arriver et accoucher du projet qui est prêt à consommer. Y a-t-il, est-ce que la SCHL vous a demandé potentiellement d'offrir là-bas le registre de loyer, pas monter, mais le concept, les cases à remplir pour d'autres provinces? Non, absolument. On est actif en Ontario déjà. On a lancé l'année passée. Ils l'ont pris? Ben, en fait, non, on n'a pas un registre officiel en Ontario, mais on a une version ça aurait été dur à mise entendre. à jour. Ouais, on est en conversation avec la Colombie-Britannique, avec la Nouvelle-Écosse, avec l'île du Prince-Édouard, avec le Yukon, où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Ces choses-là prennent du temps. Puis, quelque chose qui est intéressant, c'est que le Québec est exceptionnellement chanceux parce que les lois qui donnent tout son sens à un outil comme le registre des loyers sont déjà écrites au Québec. Monsieur Mongrain, je vous remercie de nous avoir expliqué ça, vulgariser tout ça. Il y a des tas de gens qui nous écoutent qui font comme « Ah oui, ils se grattent la tête et ils disent « Est-ce que j'aurais pu sauver des centaines de dollars par mois? » Alors, c'est un outil très utile, Adam Mongrain, de chez Vivre en Ville. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis vraiment un peu crinqué quand je vérifie si un commerce, un camion, que ce soit un menuisier ou un hôtel, que son affichage soit en français. Et la seule exception à ça, ce sont les camions de chez U-Haul. Je trouve ça poétique de voir un camion avec une plaque du Nebraska puis c'est marqué « The Grand Canyon, come and visit ». Ça me rappelle qu'au Québec, oui, nous, on parle français, mais on est dans un grand territoire nord-américain. J'aime ça. Moi, j'aime penser que je fais partie d'un grand réseau autoroutier qui relie ce grand territoire. Mais ceci dit, je viens de perdre un peu de ma poésie devant les camions de U-Haul parce que j'ai lu un article qui m'a rappelé à quel point c'est un grand enjeu, la sécurité des pneus d'hiver sur les camions U-Haul. Je l'ai vécu moi-même, je vous en parlerai tout à l'heure, mais on va recevoir l'avocat d'un client qui cherche à obtenir compensation pour plusieurs personnes. Monsieur le maître, l'avocat Joey Zoukran. Bonjour, Monsieur Zoukran. Bonjour. Vous êtes de chez la firme d'avocats LPC.
C'est comme mettre le doigt dans peser sur un bouton magique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu cette expérience que votre client a ressentie de se retrouver potentiellement en danger dans un véhicule qui vient de chez U-Haul avec pas équipé de pneus d'hiver. Exactement. Donc, mon client m'a contacté juste avant les fêtes pour me dire qu'il avait loué un camion U-Haul qui était plaqué, bien sûr, je crois que c'est d'Arizona dans son cas. Très poétique, mais moins poétique quand tu pognes le clou. Oui, exactement. Oui. Et donc, il a vécu une expérience d'enfer. Il était coincé sur une colline. Maintenant, lui, il est mécanicien. Il sait se débrouiller dans des véhicules, surtout dans un camion. Il n'arrivait pas. Il était coincé. Finalement, quelques jours après, il ramène la voiture et il demande à la gérante du U-Haul situé sur la rue Jean Talon comment ça se fait qu'il n'y a pas de pneus d'hiver. Et elle lui confirme que, parce qu'ils sont plaqués à l'extérieur, ils n'ont pas l'obligation et qu'il a accepté que ce soit des pneus 4 saisons. Au Québec, la loi... elle lui dit que le conducteur qui a fait la location a accepté qu'il y avait des pneus 4 saisons. C'est inscrit dans le contrat? On a vérifié le contrat, on ne le voit pas. Donc, elle lui dit que c'est mentionné. Et elle lui mentionne aussi que c'est très dangereux pour les employés aussi qui manœuvrent les camions dans le lot en arrière, qu'ils ont vécu la même expérience. Donc, ils sont au courant du danger pour le public. Or, ils omettent complètement de le mentionner. Premièrement, une première violation de la loi sur la protection du consommateur, une omission, une fausse représentation par omission. Mais deuxièmement, ils mettent la vie des gens en danger. Bien sûr. Maintenant, on a vérifié l'histoire. Mon client est parti sur le lot. Il a pris plein de photos. On a appris 2 choses. Premièrement, il y a des camions qui sont vraiment sans pneus d'hiver. N'oublions pas, il y a le petit logo avec la colline et le flocon. Qui fait l'objet aussi, je pense, de pas mal de fausses déclarations chez certains fabricants de pneus. Ça, c'est un recours pour une autre journée, mais contactez-moi si vous avez des informations là-dessus. Par contre, on a appris aussi quelque chose, qu'il y a des pneus, il y a une autre technicalité. Donc, il y a des pneus 4 saisons dites homologuées. Maintenant, le problème avec ces pneus homologués, c'est que le CAA leur conseille de ne pas les utiliser au Québec parce qu'au moment que ça arrive à -7, c'est plus sécuritaire. C'est une qualité. Ils ont, je pense, la semelle appropriée pour un pneu d'hiver, mais ils n'ont pas le composé de caoutchouc qui correspond à la température. Donc, dès qu'il fait froid, ils durcissent trop. Ils deviennent comme des savates. Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans de la neige ou sur un peu de glace. C'est quasiment impossible de manœuvrer ou de se sortir d'une situation désagréable. Et nous, ce qu'on reproche chez mon client, surtout ce qu'il reproche à U-Haul, c'est premièrement, vous ne pouvez pas mettre ces genres de pneus au Québec, c'est trop dangereux. Surtout lorsque les conducteurs et les gens qui louent ces camions ne sont pas des professionnels. Bien c'est sûr. Pas Jacques Villeneuve qui conduit les U-Haul. Dérapage contrôlé avec un camion U-Haul sur l'autoroute. Non. Exactement. Et deuxièmement, ils veulent qu'au moins, s'ils vont continuer, ils veulent qu'ils arrêtent cette pratique, mais s'ils vont continuer, au moins qu'ils l'affichent, qu'ils mentionnent de façon claire. Les cigarettes, on donne l'exemple des cigarettes, c'est un produit légal, mais c'est dangereux. Donc, quand un majeur achète un paquet de cigarettes, on lui dit que vous pouvez mourir. Est-ce que vous croyez, Maître Zucran, que le problème pourrait, entre autres, être au niveau du modèle d'affaires? Parce que, oui, l'endroit de location de votre client était un centre U-Haul, très évident, avec bien équipé, avec un large parc, mais parfois, on voit des endroits U-Haul dans des plus petites municipalités où c'est presque le rembourreur du coin qui a un grand espace, puis il y a 3 remorques, puis un camion, et on peut imaginer qu'eux sont moins bien équipés. Est-ce que ça se peut dans ce cas-ci, c'est pas applicable, je ne leur cherche pas des excuses, mais dans les endroits, est-ce que ça se peut que le réseau est tellement comme des franchisés un peu de tout acabit que ça aiderait pas en plus à maintenir cette autorité? Des lots U-Haul, ils ont des U-Haul? U-Haul, c'est une compagnie qui transige à la bourse, une compagnie publique qui vaut 20 milliards de dollars. Absolument. Donc, je crois qu'il devrait avoir en place des mesures pour s'assurer qu'il conforme aux lois. Et mon client, il a loué pour $200. Il fait pas ça pour $200. Lui, vraiment, il a senti que quelqu'un peut être mort. Il a dit, on va arrêter ça avant que quelqu'un décède. On va dire un jour dans le journal, un U-Haul est rentré dans quel cas a tué un enfant que Dieu préserve. Et c'est ça ce qu'il veut éviter. Et ils veulent le retenir responsable pour ça. D'ailleurs, il y a un article qui apparaît dans le Journal de Montréal quelques jours avant. J'ai même parlé à la personne qui journaliste? Pas au journaliste, aux personnes qui a loué le véhicule. Et lui, il a eu un accident, il a payé une franchise de $150. Il a vécu une expérience très semblable. Et donc, tout le monde avec qui on a parlé dans ce dossier, et ce que vous disiez en ligne, il y a plein de gens qui ont cette expérience, c'est dangereux de conduire. Justement, faites-vous un appel à tous pour avoir des témoignages de gens qui l'ont vécu. Est-ce qu'on peut imaginer
qu'il pourrait y avoir un recours collectif? Alors, il y a un recours collectif. Nous, ce qu'on a déposé, c'était un recours collectif il y a quelques jours, le vendredi dernier, au Palais de justice de Montréal, qui inclut tous les gens qui ont loué un U-Haul au Québec. Le droit en Québec, c'est qu'ils sont automatiquement inclus dans le recours. Il n'y a pas de démarche à prendre. Accident ou pas, dommage ou pas? Dommage. Le fait que j'ai loué une voiture et que vous avez omis de me le divulguer, ça, c'est le dommage. C'est un risque. C'est une faute, c'est un risque. Vous m'avez mis... Je suis sûr que la grande majorité des gens si vous louez une voiture et on vous dit que vous pouvez mourir à -7, je crois que peut-être vous changerez d'avis. C'est très clair. Mais on vous invite, bien sûr, de vous inscrire sur notre site web. C'est lpclex/U-Haul pour être tenu mise à jour du développement. Absolument. Mais moi, je peux vous dire personnellement que j'ai loué moi-même, pas moi, ma fille a loué un camion U-Haul. On est parti de Regina jusqu'à Ottawa. Et je lui avais bien spécifié, vérifié, assure-toi que les pneus soient des pneus d'hiver. En tout cas, je me suis demandé des pneus en bon état parce que la loi ne stipule pas que le pneu d'hiver est obligatoire partout au Canada. Au Québec, oui. Mais en Saskatchewan, certainement pas. Et effectivement, on a beaucoup dérapé et ça a été souvent périlleux, honnêtement. Alors, c'est vraiment un enjeu majeur. Puis, effectivement, on peut dire si le véhicule est maintenant arrivé dans un territoire où la loi exige qu'il y ait des pneus d'hiver, une entreprise comme U-Haul se doit de respecter la loi. Absolument. La loi, elle est claire là-dessus. Il n'y a aucune exemption pour les plaques à l'extérieur du Québec ou pour des compagnies de location. Alors, par exemple, un touriste arrive de Floride avec son véhicule de Floride, il roule sur les routes du Québec, il pourrait se faire intercepter et dire qu'il n'y a pas de pneus d'hiver. Ça, c'est un cas assez particulier. Je veux pas répondre sans avoir... Parce qu'il y a la loi... Il y a 15 exceptions à cette loi. Mais dans le cas d'une location d'un véhicule, d'un commerçant qui est enregistré au Québec, 100% doit. D'ailleurs, exception assez particulière. Je disais dans l'article qu'on évoque que des véhicules lourds. C'est quand même incroyable. C'est le véhicule le plus dangereux. N'aurait peut-être pas besoin d'avoir des véhicules, des pneus d'hiver. Alors, la ligne est faite à 4500 kg, qui est environ 9200 livres. Donc, si c'est moins de 4500 kg, il y a l'obligation pour les pneus d'hiver s'applique. Si c'est plus de 4500 kg, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Ça, c'est assez particulier aussi, honnêtement. Ça, par contre, c'est la loi qui est ainsi faite. C'est pas la loi chez U-Haul. C'est la loi québécoise. Monsieur Zucrad, merci beaucoup. Et puis, j'invite tous ceux qui ont ce sentiment que ça peut leur avoir arrivé à aller vérifier. Donc, on répète le site où on doit aller vérifier les informations. C'est lpclex.com/U-Haul. Merci beaucoup, Maître Zucrad. Merci à vous. Au revoir. Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. TVA Nouvelle nous apprenait que certains ministères peuvent prendre jusqu'à 7 ans pour répondre à des demandes d'information, des demandes qui sont pourtant très légitimes et donc qui sont bien encadrées par la loi sur l'accès à l'information. On va en discuter avec le président de la Fédération des journalistes du Québec, Éric-Pierre Champagne. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, M. Nantel. On s'est parlé quelques fois, mais là, ici, c'est la première fois que je partage votre préoccupation parce que je l'ai vécu moi-même. C'est inadmissible que des entités gouvernementales puissent être aussi laxistes sur le respect de la loi et ne pas se faire taper sur les doigts. Vous avez certainement, beaucoup de vos membres, fait pression pour obtenir des corrections à cette situation-là. Qu'en est-il? En fait, c'est tout à fait le cas. Là. Je vous dirais, c'est un peu comme la mauvaise blague là, qui se répète année après année. Pour la FPJQ, c'est pas nouveau. Il y a de mes prédécesseurs, des présidents par le passé qui ont porté ce bâton de pèlerin-là. On l'a dénoncé. Ça fait très longtemps là, qu'on dénonce les ratés de l'accès à l'information, autant au fédéral qu'au provincial, et qu'on réclame une réforme là, des deux lois, dans le fond. Là. Donc, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas d'intérêt, il y a pas d'appétit du tout pour réformer ça. Puis on se retrouve avec les situations avec lesquelles on est confronté, là, des délais interminables. Ah oui. Et quand on obtient des réponses, il y a des documents caviardés, parfois de façon complètement absurde. Là. Ah oui, il y a plus de contenu. Tu te demandes pourquoi tu avais une demande d'accès à l'information quand tout ce qu'on te donne, c'est des traits de crayon-feuille sur un texte. Là, on voit plus rien. Mais exactement. Comment expliquer que les partis d'opposition aux deux parlements, à Québec ou à Ottawa, mais dans ce cas-ci, c'est à Ottawa, les partis d'opposition s'intéressent pas à cette question? Je dirais pas qu'ils s'y intéressent pas.
peut-être qu'ils pourraient s'y intéresser de façon plus soutenue, mais certainement qu'on voit qu'il y a des partis d'opposition qui s'y intéressent, qui dénoncent les ratés de l'accès à l'information. Mais c'est toujours la même chose qui se produit. Ces partis-là, une fois au pouvoir, et là, je fais pas de distinction, là, je parle pas d'un parti ou d'un autre, c'est tout le temps le même scénario qui se produit. Une fois au pouvoir, ils n'ont plus d'intérêt pour l'accès à l'information. Ça s'est vérifié à de nombreuses reprises. Donc, on l'a vu notamment, je me rappelle, avec Philippe Couillard, qui avait promis le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Ça, c'était alors qu'il était évidemment en campagne électorale. Et une fois au pouvoir, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rien passé. Donc, c'est toujours le même scénario qui se répète. C'est le jour de la marmotte, là, avec l'accès à l'information. Et je vous disais d'entrée de jeu que je partageais votre impatience parce que moi, ça fait belle lurette. Il y a probablement maintenant 4 ou 5 mois, j'ai écrit et il m'a répondu au ministre Jonathan Wilkinson, le ministre des Ressources naturelles à Ottawa. On était voisins à l'époque, dans le même immeuble, là, de l'appartement où on vivait à Ottawa. J'y écris, puis j'écoute, j'arrive pas à avoir des réponses du ministre, des réponses valables ou pertinentes, tant de Pêche et Océan Canada que du bureau du premier ministre sur la sécurité d'un pipeline qui traverse la rivière des Outaouais. On a entendu parler, là, il y a Mme Smith qui a rappelé que la ligne 5, elle passe par les États-Unis, puis que la ligne 5 alimente ce pipeline qui traverse de Saint-André-d'Argenteuil, plutôt à Saint-André-d'Argenteuil, à partir de Pointe-Fortune. J'ai demandé des questions sur la sécurité de cette traverse-là. À quel point est-ce que c'est vérifié? C'est quoi le rythme c'est quoi la fréquence? Y a-t-il des risques, etc.? La Régie de l'énergie a reçu de Jonathan Wilkinson la demande de me répondre. Rien. Il y a une impunité du côté de ces agences-là de dire, nous, on a d'autres choses à faire que de répondre à ça. Alors que moi, je pense que ma question est plus que légitime. On parle quand même de l'eau potable de la moitié du Québec, bout de chouard. Effectivement, ça se produit constamment. Puis ce qui est un peu déplorable, c'est que, nous, les journalistes, c'est notre travail. On est payés pour faire ça. On développe une expertise, des connaissances pour comment rédiger les demandes. Ça peut être assez complexe. Mais c'est pas juste des journalistes qui font des demandes d'accès. C'est ça qui est problématique. C'est qu'il y a beaucoup de citoyens. Et là, eux, sont complètement démunis face à ce système-là qui est très, très lourd. Et eux font ça sur leur temps, bénévolement. Absolument. C'est en mal d'avoir de l'information. Donc, c'est absolument déplorable qu'on n'accorde pas plus d'importance à ce sujet-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait pour qu'enfin on ait droit à des réformes dignes de ce nom. Comme je vous disais, j'ai pas la prétention que je vais nécessairement réussir ou mes prédécesseurs ont échoué. Non, mais je peux vous dire qu'en politique... C'est un signe de santé démocratique, je trouve. Ben, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de parler de santé démocratique. Puis moi, personnellement, en tout cas, je pense que j'ai appris en politique que une des façons de faire, c'est aussi de voir comment ça se passe ailleurs. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si, par exemple, aux États-Unis ou en France, la situation est du même type de paralysie générale? Malheureusement pas. J'aimerais ça vous répondre. Ce que je sais, notamment dans le cadre de mon travail comme journaliste, ce que je vois, mais je voudrais pas qu'on prenne ça comme une comparaison. Il semble aux États-Unis qu'il y a un certain nombre de documents qui sont a priori. A priori. Ah, bonjour, M. Boilard. Qu'est-ce que vous faites là, vous? On a changé d'invité tout d'un coup. Oui. Éric Pierre, est-ce qu'il est encore là? Éric Pierre Champagne? Ah, bon, on va essayer de le rejoindre. Ben, on pourrait toujours parler à Marc Boilard en attendant parce qu'on parle d'accès à l'information. Mais ceci dit, moi, je trouve ça pitoyable de voir que... Puis, Cybèle, une chance que tu es là, sinon je parlerais seul. Ben, je suis là pour parler avec toi. Mais c'est merveilleux. Merci de m'écouter. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Non, mais sans blague, qu'est-ce que tu veux dire? Le ministre des Ressources naturelles dit, on va demander à la Régie de te répondre. Ils répondent pas. Puis le ministre leur a demandé, c'est quand même, tu sais, comme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Johnny Duguay? Comme moi, il y a aussi une autre réalité où parfois, on nous répond aux journalistes, mais avec des documents caviardés. Ben oui. C'est arrivé ici à un de nos collègues qui avait fait une demande d'accès à l'information à la Société de transport de Montréal, la STM, et on a reçu le rapport complètement noir, de l'encre complètement cavardé. C'est ridicule. Ben oui, Benoît Dutrisac avait confronté M. Eric Allen Caldwell à ce moment-là. Lui avait dit, trouvez-vous que ça a du bon sens de nous envoyer quelque chose que ça? Ah, ben, tu sais, vous savez, on peut pas toujours dévoiler certaines informations. Rien, mais il était mal aussi. Oui, mais tu sais, il était mal aussi parce que ça vient pas directement de lui.
Mais ça reste que nous, ça peut être notre réalité aussi. Puis quand on veut sortir des histoires, on va avoir des vraies informations et que c'est long. Mais là, comment voulez-vous qu'on fasse notre travail finalement? Absolument. Et puis le travail, on le fait parce que ça nous apparaît important. Les gens moi, par exemple, je peux dire que c'est sincère. Je me sens même coupable de pas m'en occuper de façon plus rigoureuse, parce que je me dis, si jamais ce tuyau-là se met à couler des hydrocarbures dans la rivière Outaouais puis ça contamine l'eau potable, non, mais sans joke. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ça me fait penser, on finit peut-être par se dire, ben c'est ça, on se lasse d'attendre aussi. C'est ce que ça fait, là. C'est ce qu'ils veulent, probablement. Ben, c'est un peu là que je m'en vais. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Puis après ça, on se dit, c'est une loi, on a notre droit comme citoyen, comme journaliste, comme n'importe qui, de demander ces informations-là. Souvent, pour avoir des réponses qui nous concernent, parce qu'on a payé pour que ça se produise ou que ça se produise pas, ou on est rendu notre argent, qu'est-ce qui se passe et on ne nous répond pas. Je trouve ça vraiment frustrant. Ouais, tu as tout à fait raison. Puis honnêtement, imagine, comme tu dis, tu es une professionnelle de la business de l'information, mais pour le monde ordinaire, qui prend la peine de s'intéresser à un enjeu. Puis moi, je pense pas que je peux dire que je suis un monsieur ordinaire. J'ai été député fédéral. J'ai eu cette chance-là de comprendre certains enjeux. Extraordinaire, Pierre. Ça fait toujours plaisir, même si c'est une farce. Non, mais sans blague, honnêtement, imagine comment c'est frustrant de voir que tes institutions démocratiques rient de toi dans un contexte comme celui-là, surtout dans un contexte d'hygiène publique comme celui-là. Pour moi, en tout cas, c'est très, très perturbant. Écoute, on revient après la pause. On va se parler avec M. Boilard. Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, là, c'est le bon moment. On va aller rejoindre notre ami Marc Boilard. Bonjour, Marc. Salut, Pierre. Pierre, écoute-moi tout de suite, je m'excuse pour deux choses. Un, je voulais être en studio. Deux, regarde ma voix à cause que hier, dans l'avion, j'arrive de Floride, 2 escales, ça a été comme 13 heures de vol, puis j'ai pogné je sais pas quoi. Alors voilà. Écoute, on peut imaginer, t'es dans une carlingue avec, mettons, 200 personnes, puis il y a une personne qui tousse, puis quand même, on est quand même à l'étroit dans un avion. Fait que est-ce que t'avais déjà malade autour de toi en plus? Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu mais je me sens pas malade. C'est juste, on dirait que c'est la voix. Je voulais juste te dire, j'aurais aimé ça de tenir la main, mais là, finalement, je suis chez lui. Oh, t'es bien fin. Merci. L'important, c'est que tu arrives avec ton esprit, hein, n'est-ce pas? Alors, tu peux bien le faire virtuellement, ça me dérange pas. Absolument. D'autant plus que tu parles d'un sujet qui m'interpelle toujours beaucoup, parler des jeunes, puis de la culture, puis de comment on peut les atteindre. C'est pas ça vraiment, mais je pensais qu'on parlait de Jerry Springer. Mais on peut parler de ça, ça fait partie. On parle de Jerry Springer, mais tu m'as quand même eu au tout début, l'avenir est-il aux plateformes de streaming québécoises plus qu'aux généralistes? Et environnement sexto, est-il possible de rejoindre les jeunes sur des sujets sensibles? Alors, on embarque là-dessus. Parfait. Il y a 2 affaires, parce que ça, je trouve ça très intéressant. On dit toujours, alors moi, mon dada, tu le sais, c'est les médias, la com. On dit toujours que c'est très difficile de rejoindre les jeunes. Quand je parle des jeunes, là, c'est pas les jeunes selon les codes d'écoute de radio 25-54, là. Les jeunes, c'est, je te dirais, quasiment en bas de 16. Ouais, c'est ça. Bon, OK, on va dire au secondaire. Au primaire, c'est un autre game, mais on va dire au secondaire. On dit souvent que c'est très compliqué de rejoindre ces gens-là. Pourquoi? Et la réalité, c'est que moi, j'y crois pas que c'est compliqué. Parce que si tu veux parler aux jeunes, il faut que tu parles non seulement de ce qui les intéresse, mais de la façon qu'ils se parlent entre eux autres. Et il y a toujours, à quelque part, ma tante Thérèse, mon oncle Roger au ministère de l'Éducation qui va dire, on peut pas dire ça, ce mot-là, c'est épouvantable. Puis finalement, on parle à personne. Et là, voici des initiatives qui m'ont apparu, moi, très bonnes. La première, c'est un site Internet qui s'appelle Fait-que. F-A-I-T-Q. Oui, j'ai vu ça. Et voilà. Et qui parle de façon, et tu vas voir la twist, comment c'est très, très intéressant, qui parle de urgence climatique, qui parle d'environnement, mais pas avec la panique, avec ce qu'on appelle l'éco-anxiété qui vient avec. C'est-à-dire que... Et ça vient, ça, de l'organisme 1.5, je me trompe pas. C'est vraiment un organisme qui veut parler de ça depuis des années, qui a décidé, comme tu dis, de changer de registre de médium pour parler à du nouveau monde sans créer de la Totalement. Éco-anxiété, oui. OK, l'exemple, tu as une petite vidéo que j'ai regardée amusante avec 2 chanteurs country québécois qui disent quand est-ce que, au lieu de parler juste du pick-up au coucher de soleil, ça va être j'étais avec ma Prius dans la montagne. Ça fait que, tu comprends? Je trouve que déjà, il y a une sensibilité de dire, moi, je suis quelqu'un, son trip, c'est pas de brûler du gaz, mais il reste que je veux pouvoir parler sans dire que c'est Greta qui arrive avec ses pancartes, puis je n'ai jamais été contre en passant, là, à partir du moment où tu adhères à une cause, le moyen, c'est celui le plus efficace. Mais clairement, l'environnement, puis toi, tu suis ça encore plus que moi, Pierre, l'actualité en général, tu vois bien que c'est plus... Voyons donc, ce sujet-là est en train de dropper. Donc, c'est une belle initiative pour parler aux jeunes, et en plus, graphiquement, c'est exceptionnel. C'est vraiment beau. Mais l'autre affaire, c'est dans Le Soleil de ce matin, où là, j'ai fait, ça c'est brillant. C'est un article qui parle des sextos.
Donc, les textos tu connais tout ce qui s'appelle envoyer des trucs. Les dick pics. Bon, allez hop, tout ce qui est partie intime ou autre que idéalement t'es entre deux jeunes ou adultes consentants. Bizarrement, pas toujours. Ça a l'air qu'il y a un marché à se prendre en photo, d'envoyer ça à des étrangers. Je sais pas s'il y a une statistique, ça marche une fois du 25. Ça a toujours été un peu spécial pour moi. Mais bref, où j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est que c'est le même ton. Où est-ce fait escale, Marc? Tu vois, c'est pas juste la voix qui est brisée, la tête. Mais pour vrai, là, c'est qu'ils disent de quoi qui, pour moi, est banal. Ça me fait penser aux cours de sexe. C'est-à-dire, c'est pas supposé être juste les interdits puis la biologie. C'est supposé être aussi, voici comment ça marche. Voici ce qui se passe. Et de façon conviviale et sympathique. Et non pas de façon comme si c'était toujours avec le bâton de dire, n'oubliez pas, ça reste sur Internet toute votre vie. Ça, c'est une information, Pierre, qui est essentielle, mais qui doit être déguisée, entre guillemets, dans un propos qui intéresse ton auditoire. Moi, je me souviens... Je comprends. Exactement. Et je me souviens en ligne ouverte à l'époque, j'ai fait des années de ligne ouverte, puis il y a quelqu'un, à un moment donné, il y avait une nouvelle où est-ce qu'on parlait de cours de sexualité au primaire. Puis il y a un homme qui m'avait appelé en disant, c'est pas l'affaire de l'école, c'est l'affaire des parents. Je dis, monsieur, peut-être que vous êtes à l'aise avec ça. Peut-être que vous l'avez fait, mais votre voisin, peut-être pas. Votre beau-frère, peut-être pas. C'est qu'est-ce qu'on fait? Un enfant de 8 ans, de 9 ans, on lui dit, ça vient avec les cigognes, pis c'est dans les choux. Non. À un moment donné, il faut être capable que le système veut pouvoir prendre ça en charge. Et tu le fais pas en criant des interdits. Tu camoufles ça à travers un propos. Alors, je trouvais que ces deux volets-là... Puis d'ailleurs, j'ai remarqué aussi, en fait, j'écoutais l'autre jour une chronique sur Hydro-Québec qui maintenant a des espèces de capsules très vivantes sur TikTok, je pense. Le ton a complètement changé. C'est quand même des vidéos corporatives. Mais le ton est au-dessus. Le ton est pas au complet cravate. On est en caméra épaule. C'est très, très simple et ça marche bien. Il y a vraiment il faut effectivement, va falloir, sinon on va rater le coche. Puis on veut pas rater le coche. On veut parler à nos jeunes, que ce soit des sujets aussi importants que la sexualité ou du climat, que simplement de leur dire de payer leur compte d'Hydro-Québec. Attends, sinon on va avoir des frais, tu sais. Et tu sais quoi? Parce que tu m'amènes à faire une nuance que je trouve qui est très importante. Ça n'a rien à voir avec l'âge. On pense souvent que c'est à partir de, garde, eux autres, ils ont 40, 45 et plus. Ça fait qu'ils s'appellent. Non! Ça a rapport avec ce que j'appellerais une sensibilité corporative. C'est-à-dire, le ministère pense qu'on peut pas dire ça. La compagnie pense qu'on peut pas dire ça. Hydro-Québec peut pas dire ça. C'est-tu ce qu'on peut pas dire, Pierre, ce qui marche pas? C'est ça qu'on devrait pas avoir le droit de dire. C'est ce qui marche pas. Alors, quand tout à coup, tu as des corporations qui arrêtent d'être frileuses, parce que ça se passe autour d'une table où il y a 10 personnes, puis il s'agit qu'il y en ait un ou une qui décide de dire, ben non, ça, moi, je veux pas qu'on dise ça. Les 9 autres s'écrasent. C'est le corporatisme qui fait en sorte que le message passe pas. Oui. On est souvent, les émetteurs de messages sont plus conservateurs que l'auditoire, très souvent. Mais tellement. Tu le vois avec plein de publicités qui sont faites en humour, passe beaucoup mieux que si c'était juste, venez, prenez 30% de rabais sur nos pneus, ça n'a pas de sens. Pourquoi on fait des concepts? Pourquoi on pense à faire de la pub? C'est quoi le concept d'une pub? C'est pas juste une annonce. C'est d'associer une humeur, une attitude à un produit. Alors qu'on parle de pneus d'hiver, puis on parle d'attitude, ben oui. Pourquoi c'est pas de même avec la sexualité auprès des jeunes? Pourquoi c'est pas de même auprès de l'environnement? Pourquoi c'est pas de même après tous les messages ont besoin d'avoir une couleur et une saveur? Sinon, ça marche pas. Marc, tu voulais me parler aussi qu'il y avait comme une bousculade à la télévision québécoise. C'est malade. Écoute, t'as Illico Plus, t'as Crave, t'as un troisième Québécois, sans compter Tout.tv, qui ne dévoile pas, on apprend ça dans la presse aujourd'hui avec Hugo Dumas, qui dévoile pas nécessairement leurs chiffres, mais on fait un calcul rapide, puis on pense que toutes ces plateformes-là ont à peu près un taux d'abonnement qui tourne entre 11 et 13% des gens qui sont des Québécois disponibles. Absolument. Mais je trouve que c'est des chiffres. Arrête, c'est tout le temps monté. C'est ça, Pierre. On a tout le temps de la misère avec les médias généralistes, puis tout à coup, on a des offres qui sont nichées, mais extrêmement riches. Écoute, c'est le chroniqueur télé du Soleil ce matin qui disait son titre pour parler de tout ça, parce que Hugo Dumas et lui ont été invités au lancement de Nouveau hier pour Crave, etc. Puis qui disait quand est-ce qu'on va avoir le temps d'écouter ça?
Ben, c'est Alors, ça, mais moi, il y a du bon et du mauvais. Ben, moi, je pense qu'effectivement, la production québécoise est disséminée dans une série de plateformes toutes distinctes. Même l'autre jour, j'ai eu une entrevue avec Marc-André Grondin. Je le félicite pour Extra13. Je suis convaincu que tout le monde a vu ça, mais c'est juste sur la plateforme Illico Plus, ou Illico tout court à l'époque. Alors, ça va pas être diffusé. Alors, même moi, je me suis perdu dans tout ça, mais ultimement, il y a vraiment une offre foisonnante de production québécoise, mais je trouve que si le total des gens atteints par ces plateformes, c'est 11 à 13 %, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Non, pas total. Pour chaque chaîne. Pour chaque chaîne. Ben oui, là, fois 4, ça fait 39-50 %. J'ai pas été... C'est quand même intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est en montée, mais surtout, où là, je veux te rejoindre à 1000 %, c'est dans un contexte où on a de la misère avec le financement des médias, je n'en reviens pas qu'il n'y ait pas plus de regroupement. Ça me dépasse. S'il y a une fois dans la vie où la fameuse question, est-ce qu'il y a trop de... Tu sais, moi, ça fait 20 ans que j'entends, y a-tu trop d'humour, là? Y a-tu trop de livres? Non, on dit jamais ça. Y a-tu trop de production télé? Calvaire, moi, je pense, Pierre, on est obligé de dire oui. Parce que la qualité est bonne. Tout est là, mais on est éparpillé au maximum. À un moment donné, le dollar québécois pourra pas rouler plus que ça. Là. Oui, ça puis et les gens peuvent pas s'abonner nécessairement à tout. Il nous reste 30 secondes pour que tu nous parles de Jerry Springer. Faites juste l'écouter sur Netflix. Il y a 2 grandes questions là-dessus. 1, est-ce qu'on invite tout le monde? Parce qu'il a invité le Ku Klux Klan. Puis c'est ça qui a démarré oui, puis tu dis on devrait pas. Mais 2, est-ce que la télé devrait toujours avoir en tête d'être d'abord et avant tout quelque chose qui frappe? Et moi, je suis d'accord avec ça. La TV, la radio, le média, on peut pas toujours être juste des bini oui. Non, faut frapper. Lui, il a amené ça à l'excès. Bon, mais il y a une leçon pareille. Je connais beaucoup de monde qui vont découvrir ce monsieur. Salut! À bientôt! Cube.